Ah, هو مش دوب وأنا بتشبري. Ok, on commence. C'est bon. Bonjour, c'est Dr Medjabri. Aujourd'hui, on va faire les corps étrangers en ORL. Vous m'entendez? Ah oui, très bien. On attend jusqu'à l'arrivée. On attend un nombre.
commence. On commence. Les corps étrangers en ORL. Le premier cas clinique. Un enfant de 2 ans et demi consulte avec ses parents au pavillon des urgences ORL pour un refus alimentaire et une hypersialurie, c'est-à-dire issue de salive, issue importante de la salive. L'enfant était stable, jouant avec sa grande sœur qui portait une pièce de monnaie de 10 dinars. Puis, il a présenté une envie de vomir, un refus d'alimentation. La mère est venue consulter avec son enfant aux urgences. À l'arrivée, l'enfant est stable, eupnéique, une bonne coloration cutanéo-muqueuse, la température à 36,6. On note qu'il présente une stase salivaire, c'est-à-dire l'enfant n'avale pas sa salive. Les éléments manquants. Dans cette observation, chez cet enfant qui consulte pour cette symptomatologie digestive, on n'a pas cherché certains signes respiratoires, tels que une toux, une dyspnée, une cyanose, un stridor, pour éliminer un syndrome de pénétration. Les antécédents médicaux ou chirurgicaux de cet enfant. C'est-à-dire, il a consulté ou pas, il a été opéré ou pas, il est malade, il porte une maladie chronique ou pas. Le délai entre l'accident et la consultation, c'est important. On va voir l'intérêt de ce délai entre l'accident et la consultation ou la prise en charge. L'examen clinique. Les éléments qui manquent toujours, on a l'examen clinique. On n'a pas noté ce qu'on a trouvé à l'examen clinique, c'est-à-dire la cavité buccale. La palpation cervicale, rechercher un emphysème. Et l'auscultation pulmonaire, et les deux poumons, c'est-à-dire bien examiner l'enfant sur plan respiratoire. Après l'interrogatoire, rechercher les signes respiratoires. Bien sûr, on ausculte l'auscultation pulmonaire à la recherche d'autres symptomatologies respiratoires. Oui. Premier examen complémentaire à demander, c'est la radiographie simple du thorax prenant le cou, face et profil. Bon, c'est une conduite d'un cas clinique d'un enfant venant aux urgences ORL pour, comme on a dit, une hypersialurie, un refus d'alimentation. C'est une symptomatologie de l'enfant. La radiographie de thorax. Voilà, face et profil de l'enfant. Bon. On note la présence d'une opacité de tonalité métallique au niveau 5e, 6e vertèbre cervicale. Elle est visible sur le cliché de profil et de face. Bon. Oui. C'est une opacité métallique arrondie en regard de la 5e, 6e vertèbre cervicale. Oui. Bon. Notre diagnostic, c'est ingestion accidentelle d'un corps étranger œsophagien. Le corps étranger évoqué en premier temps, vu la notion que la sœur était en train de jouer avec la pièce de monnaie. Deuxièmement, c'est en plus de la symptomatologie clinique qui est digestive, beaucoup plus, c'est-à-dire le motif de consultation, il est digestif. En plus de la tonalité de la pièce arrondie, on évoque en premier lieu une ingestion accidentelle d'un corps étranger œsophagien, la pièce de monnaie. Devant cette, on évoque devant cette formation arrondie visible sur le radio simple du thorax, on a la pile de boutons ou autre pièce métallique arrondie détachée d'un jouet ou autre chose, c'est-à-dire quelque chose de métallique arrondi en pièces peuvent être évoquées
en plus de la pièce de monnaie de 10 dinars. Mais comme la sœur était en train de jouer avec l'enfant avec cette pièce, c'est pour ça qu'on a évoqué la pièce de monnaie. Oui, euh, parfois les parents consultent pour une pile de boutons, pour une gestion de quelque chose. À l'arrivée, le cliché montre une tonalité métallique, mais il y a certains cas où on trouve à l'endoscopie une pile bouton. Pile bouton qu'on a ignoré, c'est-à-dire peut-être qu'on a laissé l'enfant un temps qui est important, qui n'est pas, qui est nocif, surtout pour une pile bouton. La pièce de monnaie, on peut dire qu'elle est moins nocive par rapport à la pile bouton. La gravité, une pièce de monnaie est considérée comme un corps étranger moins nocif. Conduite à tenir. Bon, l'enfant, il est là. Et on a fait le diagnostic de corps étranger œsophagien, une pièce de monnaie, qui est le diagnostic le plus probable. Corps étranger de l'œsophage constitue une urgence et son extraction s'impose à chaque fois que possible, tout en évitant les complications. Donc, on hospitalise au pavillon des urgences, un bilan d'urgence, un abord veineux, une endoscopie sous anesthésie générale pour extraction de la pièce s'avère une urgence. Donc, le corps étranger tel que pièce de monnaie, ce n'est pas une extrême urgence. On peut dire ça. Mais il y a des situations où le nourrisson, par exemple un nourrisson de 1 an, ou moins, qui n'a pas mangé peut-être depuis 6 heures, risque de l'hypoglycémie. Quel est le diagnostic différentiel? On a dit que d'après la radio OPO, quel est le diagnostic différentiel? On a dit que les opacités, les opacités métalliques, il faut évoquer tout corps étranger radio opaque, comme on a dit, les piles boutons surtout, il faut se méfier des piles boutons et les autres opacités qu'on trouve dans les jouets ou autre chose, on ne sait pas. Des fois, on trouve des choses métalliques arrondies qu'on ne sait pas d'où elles viennent. Merci. Le diagnostic différentiel peut être, avant de faire la radio OPO, je suis avec vous, avant de faire la radio, un enfant qui vient avec une symptomatologie digestive, comme on a dit, l'hypersialurie, c'est-à-dire la stase salivaire, l'enfant ne peut plus avaler sa salive. Vu le tableau clinique, c'est-à-dire la maman, il était en bonne santé, qui mangeait très bien, c'est un tableau, on peut dire aigu. C'est le corps étranger, c'est le premier diagnostic à évoquer. Oui, la conduite à tenir. Donc, on prépare l'enfant pour une endoscopie sous anesthésie générale pour extraction de la pièce de monnaie. Comme on a dit, il y a toujours chez l'enfant un risque d'hypoglycémie du fait qu'il n'a pas mangé pendant peut-être 6 heures ou plus. Donc, c'est ça pour la raison pour laquelle une endoscopie doit être faite dans, dans les brefs délais. Oui, l'œsophagoscopie, réalisée grâce à l'œsophagoscope rigide de calibre adapté à l'enfant, un éclairage, c'est-à-dire une lumière, l'instrumentation, une sonde d'aspiration et différentes pinces pour bien attraper la pièce. Le patient est sous anesthésie générale, intubé,
Myorelaxation pour éviter le spasme de la bouche et de l'œsophage lors du passage du tube ou lors du retrait du corps étranger. L'exploration de tout l'œsophage s'impose afin de mettre en évidence les lésions muqueuses ou un corps étranger résiduel. Dans le cas où le corps étranger est parfois alimentaire, il y aura une fragmentation du corps étranger. Donc, on doit toujours vérifier un corps étranger, la possibilité d'un corps étranger résiduel. La surveillance post-endoscopique, c'est-à-dire après le réveil et après le temps d'anesthésie, il faut vérifier bien sûr l'enfant, ce qu'il est possible qu'il peut avaler sa salive ou autre chose. C'est une image endoscopique. On voit la pièce de monnaie. Où on voit la pièce de monnaie. On attrape la pièce, on fait l'extraction. Il y a la possibilité de l'extraction par voie fibroscopique au tube souple, c'est-à-dire on a parlé de l'extraction par tube rigide. Au tube souple avec anesthésie locale, le passage aveugle de la bouche de l'œsophage avec un risque de blessure de la muqueuse lors de l'extraction. C'est-à-dire l'extraction par tube rigide paraît le meilleur moyen. Oui, Inès, on ne vérifie pas les voies aériennes. Bien sûr, oui. Bien sûr, mais comme l'enfant n'a pas de symptomatologie respiratoire, il a un tableau typique d'un corps étranger œsophagien. Mais la vérification des voies aériennes est nécessaire. Lorsque l'extraction endoscopique n'a pu être efficace, notamment si le corps étranger ancien, on a recours au traitement chirurgical. Ou, deuxième cas, en cas de complication, c'est-à-dire perforation surtout, et qui est due généralement au corps étranger, perforation due au corps étranger, non pas à la manœuvre d'extraction. Il y a des corps étrangers pointus, contondants, qui ils ont un risque important de blesser, de perforer la muqueuse œsophagienne. Ce sont des corps étrangers dangereux. On a parlé de la pièce de monnaie qui est souple, qui est moins nocive, comme on a dit, mais il y a des corps étrangers qui sont vraiment dangereux, où le risque de perforation il est important, le risque d'infection il est important, le risque de migration tel que les aiguilles et les épingles à foulard, ils ont toujours un risque de migration, c'est-à-dire chez l'adulte beaucoup plus, ou chez l'enfant, où le patient il a avalé une épingle à foulard, mais à la radiographie, on trouve une migration du corps étranger, c'est-à-dire par le mouvement de péristaltisme, par peut-être perforation, elle a perforé l'œsophage, elle s'est déplacée dans les muscles ou dans c'est-à-dire au niveau cervical qui n'est plus visible par voie endoscopique, l'aiguille n'est plus visible. C'est-à-dire, même l'extraction s'avère très difficile. Bon, on fait un rappel sur le corps étranger œsophagien. Le corps étranger œsophagien est une urgence fréquente en ORL, 2 fois plus fréquent que le corps étranger bronchique. 60 à 80% migrent spontanément vers l'estomac, c'est-à-dire il y a des patients qui viennent avec une symptomatologie d'un corps étranger œsophagien avec aphagie, dysphagie, aphagie totale, c'est-à-dire le patient ne peut rien avaler. Durant l'hospitalisation, on remarque une disparition de la symptomatologie, c'est-à-dire le corps étranger il a migré vers le bas du fait du péristaltisme de l'œsophage.
Il est plus fréquent chez l'enfant et le sujet âgé. Le blocage est en général au niveau de la bouche de l'œsophage dans 78% des cas, c'est-à-dire où on a rétrécissement de la rétrécissement de c'est les rétrécissements de l'œsophage. La répétition de l'accident ou le siège, c'est-à-dire la répétition, c'est-à-dire plusieurs épisodes. C'est pour ça qu'on cherche les antécédents et les épisodes, on cherche la notion d'épisode antérieur, surtout chez l'adulte. 1. 2. Le siège sous la bouche, c'est-à-dire ne siège pas sur le rétrécissement de l'œsophage. Il fait suspecter, c'est-à-dire c'est suspect. Il faut chercher une pathologie préexistante telle qu'une sténose de l'œsophage ou c'est-à-dire les anomalies fonctionnelles de l'œsophage telles que l'achalasie de l'œsophage. Le tableau clinique chez l'adulte est plus facile que chez l'enfant. L'adulte vient avec, il vous dit que j'arrive pas à avaler, je sens quelque chose bloqué ici et je n'arrive pas à avaler ma salive. C'est simple, c'est le diagnostic d'un corps étranger œsophagien. Il est plus facile chez l'adulte que l'enfant. Le risque, on va parler du risque lésionnel, il est lié à la nature du corps étranger. Les piles à mercure comportent un risque supplémentaire de toxicité. On a dit qu'il faut respecter le temps entre l'accident et la prise en charge, surtout dans ces conditions, parce que le temps d'agir, la pile bouton par exemple, libère des acides qui sont toxiques, qui peuvent provoquer une lésion de la muqueuse œsophagienne et partout, toutes les muqueuses, nasales ou bronchiques ou autre chose. C'est pour ça qu'on a parlé du temps entre l'accident et la prise en charge. Devant une pile bouton, forte suspicion d'une ingestion du pile bouton, il ne faut pas attendre. C'est une urgence extrême. Bon. Les complications du corps étranger, comme on a dit, la perforation, l'infection, la migration et les brûlures, telles que ce que provoque la pile bouton. La TDM peut être demandée dans les formes compliquées. Formes compliquées, c'est-à-dire un foyer infectieux où le pus il est partout, on doit vérifier par voie scanographique. Ou comme on a dit, un objet contondant qui risque de perforation ou de migration. La migration aussi, on doit faire une TDM. L'ancienneté, parfois, un corps étranger ancien, méconnu, le patient doit bénéficier d'une TDM. Les pièces de monnaie, les médailles, même de gros, sont de règles peu agressives, sauf en cas de diagnostic tardif. Le diagnostic tardif, c'est-à-dire même le corps étranger n'est pas nocif. On a une réaction inflammatoire qui avec le temps, on la trouve avec le temps autour du corps étranger. C'est pour cette raison qu'on trouve des difficultés à extraire le corps étranger. On a parfois le recours à la chirurgie parce que l'extraction est vraiment dangereuse, risque d'hémorragie, rupture, parce que le corps étranger il est ancien, il est entouré par la muqueuse qui est collée au corps étranger et que l'extraction, parfois elle est vraiment difficile où on a recours à la chirurgie. Même corps étranger, on parle de corps étranger œsophagien. Oui, les corps étrangers contondants sont responsables de lésions de gravité variables allant de la simple érosion à la perforation. Oui. Les corps étrangers alimentaires, os ou arêtes de poisson ou dentaires comportent un risque infectieux.
Risque infectieux, c'est-à-dire une réaction infectieuse des abcès autour. Ce qui est dangereux chez l'adulte, c'est les bridges et les prothèses dentaires. Parfois, les prothèses sont accompagnées d'une pièce métallique. Des prothèses dentaires qui comportent peut-être 2 ou 3 dents avec deux supports métalliques de chaque côté, où l'ingestion accidentelle est vraiment dangereuse parce que la partie métallique de chaque côté, elle a un pouvoir de perforer la muqueuse œsophagienne ou s'enclaver dans une partie. Même le corps étranger, il est récent, où on peut l'extraction sera vraiment difficile du fait parce que la partie métallique, comme crochet, on appelle le crochet, s'accroche à la muqueuse œsophagienne. Risque important de perforation, d'emphysème cervical, d'infection après, parce que la muqueuse œsophagienne est vraiment source d'infection. Les piles-boutons provoquent des brûlures avec un risque de perforation constituant ainsi une urgence vitale. Voilà une image d'un corps étranger alimentaire. Les corps étrangers alimentaires, on note aussi les patients qui ont du mal à digérer, qui n'ont pas des dents. Qui n'ont pas des dents. Et, par exemple, la viande n'arrive pas à bien digérer la viande. On trouve beaucoup plus des adultes avec des corps étrangers viande, surtout après la période de l'Aïd. Des questions, s'il vous plaît, concernant le corps étranger œsophagien. Il n'y a pas de questions? Dans les corps étrangers contondants ou agressifs comme la pile-bouton, comme on a parlé de la réaction inflammatoire autour du corps étranger, qu'on la trouve généralement autour, réaction de la muqueuse œsophagienne autour de la pièce, par exemple. Donc, le moment où on trouve des lésions inflammatoires autour, on met en général une sonde nasogastrique pour que le patient s'alimente par sonde et laisser la muqueuse œsophagienne se bien cicatriser. En général, on la met dans les piles-boutons et dans les corps étrangers tels que les contondants, les arêtes et tout corps étranger agressif. Des questions? Si pas de questions, on passe au deuxième cas clinique. Durée pour reprendre une alimentation normale.
Alimentation normale, c'est pour les corps étrangers agressifs ou corps étrangers moins agressifs. Pour les moins agressifs, tels que la pièce de monnaie, c'est pas agressif. Dès qu'on enlève l'obstacle, il faut respecter le temps d'anesthésie, c'est tout. Les anesthésistes préfèrent de rester 4 heures au moins, ne pas manger. Après, il pourra manger le plus normalement possible. L'enfant, on parle de notre cas clinique. Pour les corps étrangers agressifs, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. C'est l'évolution clinique du patient, parce que c'est des patients surtout où le risque infectieux il est majeur. En général, normalement, une deuxième vérification endoscopique s'applique dans les formes suspectes, mais en général, une semaine, ça suffit pour les corps étrangers agressifs tels que la pile bouton. Pour les perforations, le temps s'allongera. On prendra peut-être 15 jours ou 3 semaines, sous traitement antibiotique et vérification scanographique, bien sûr. C'est des cas difficiles. Pour les cas avec perforation œsophagienne, c'est-à-dire des corps étrangers compliqués d'une perforation œsophagienne. De rien. Commence le deuxième cas clinique. Un nourrisson de 18 mois, accompagné de ses parents, consulte. Le nourrisson était en bonne santé en mangeant des cacahuètes. Il a présenté un accès de toux spontanément résolutif. La mère, c'est l'édit de la mère, j'ai essayé de faire sortir ce que l'enfant avalait en mettant le doigt dans la bouche. La symptomatologie s'est améliorée. Les parents ont constaté que le nourrisson n'est pas bien, respire difficilement. C'est leur motif de consultation. L'examen clinique, un nourrisson en bon état général. Fréquence respiratoire, 26 cycles par minute. La température, 36,5. Une radiographie du thorax est demandée. Bon. Peut quelqu'un me dire les éléments manquent sur cette observation? J'attends vos réponses. Tout spontanément résolutif, c'est-à-dire oppo. C'est-à-dire c'est l'élément essentiel. Ou vous n'avez pas compris, je ne sais pas, c'est quoi votre question? Évoque un syndrome de pénétration. Très bien. Ma question est les éléments qui manquent dans cette observation. On ne s'arrête pas à une toux, il faut compléter un syndrome de pénétration. Évoque un syndrome de pénétration. Il faut poser des questions concernant le syndrome de pénétration.
Oui, un nourrisson de 18 mois ne doit pas manger des cacahuètes. Oui, bien sûr. 18 mois. Oui. Oui, d'autres remarques. Manger des cacahuètes. Est-ce qu'il y a eu des accès de suffocation? Oui, oui. Il faut compléter les éléments de syndrome de pénétration. L'examen clinique recherche d'autres symptômes complétant notre syndrome de pénétration, tels que cyanose, tirage, cornage. Oui, cyanose. Le geste de mettre son doigt. Très bien, Neji Slimani. Très bien, très bien. Le geste de mettre son doigt. C'est des gestes à ne pas faire, ne plus faire. Ne jamais faire ça. Parce que risque d'hémorragie, risque de passer de la voie œsophagienne à la voie aérienne. Il y a un risque important par ce geste. Oui, très bien. Oui. Il ne faut jamais faire ce geste. Oui, l'examen clinique est bien examiner le. C'est-à-dire lorsque l'enfant n'est pas dyspnéique, c'est-à-dire qu'il ne présente pas une gêne respiratoire. On a du temps à bien examiner, à bien interroger. L'interrogatoire, c'est l'étape importante dans le diagnostic, de corps positif du corps étranger, surtout dans le corps étranger bronchique. Parfois, l'enfant, il a présenté un syndrome de pénétration franc. Peut-être la maman n'était pas ou la famille n'étions pas avec l'enfant. L'enfant et développe après une symptomatologie respiratoire telle qu'une toux ou une gêne respiratoire. Il faut bien poser les questions. Ne pas dire le symptôme à la maman, c'est-à-dire, c'est-à-dire évoquer, par exemple. On pose la question, est-ce qu'il a fait une cyanose? Non, on ne dit pas comme ça. On demande à la maman, qu'est-ce qu'il a présenté comme symptômes? Raconte-nous par sa façon, bien sûr, il a présenté tel. On ne vient pas à la maman, on demande est-ce qu'il a présenté une cyanose ou un tirage ou un cornage ou rougeur ou quelque chose. Parce que la maman, avec la panique de son enfant, de l'accident, elle veut que le médecin fait l'admission de son enfant ou fait quelque chose pour son enfant. Elle dit oui, 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 oui. Non, il faut demander à la maman ce qu'il s'est passé exactement. Si, bien sûr, la maman était ou le papa ou le frère était avec l'enfant. Si la famille n'était pas avec l'enfant, ça sera bien sûr difficile c'est-à-dire la suspicion de